Bonjour à tous, bonjour à tous. On démarre cette masterclass. Là, maintenant, c'est bon. Il est 10h05 GMT. On va démarrer l'exercice de notre masterclass. Merci à vous qui êtes connectés. Les retardataires nous rejoindront en cours de route. On va démarrer, Yves Roland, avec un petit exercice de brise-glace. On va essayer de te découvrir sous un autre angle. On a 3 à 4 questions pour toi. Questions courtes, réponses courtes. Es-tu prêt, Yves Roland? J'arrête mon partage d'écran pour qu'on mette le zoom sur toi et qu'on t'ait en plein écran. Je crois que c'est bon là. Très bien. Alors, première question, Yves Roland. Quel est un mot qui te décrit le plus et pourquoi? Pourquoi un seul mot? Ah, question courte, réponse courte. C'est quoi le mot? Empathie, je dirais. Empathie. Pourquoi? Parce que j'ai cette facilité-là à me mettre à la place des autres et à considérer les points de vue des autres. Je pense que c'est important aussi dans le métier qu'on fait. C'est ce que je vais te demander. C'est lié à ton domaine, ce point-là, ce trait de caractère-là. C'est lié à mon domaine, mais c'est aussi un trait de caractère personnel. C'est une conviction personnelle. Je pense Oui. qu'il n'y a pas qu'un seul point de vue qui soit valable et beaucoup de situations inconfortables, de problèmes naissent du fait qu'on ait considéré qu'un seul point de vue plutôt que plusieurs. Très bien. Deuxième question pour toi. Quelle est la leçon principale que tu as apprise durant ton parcours? Si tu dois retenir une leçon, ce serait laquelle? Ah, c'est qu'on finit pas d'apprendre. On ne finit pas d'apprendre. Ah ouais. Tu veux développer un peu? On ne Oui, finit pas. parce que, on peut avoir de nombreuses années d'expérience et se retrouver devant une situation qui est inattendue et pour laquelle on a quand même, on attend de nous qu'on puisse réagir. J'en veux pour preuve la situation de Covid. Je ne connais aucune école qui ait pu préparer aucun DRH ou aucun dirigeant à la situation de Covid. Et Tout à fait. pourtant, chacun avait son nombre d'années d'expérience, chacun avait son vécu, mais on était tous au même niveau impuissants, manquant de moyens et ne sachant pas forcément quoi faire face à cette situation. Intéressant. Et dans cette situation-là, je fais une petite digression. Dans cette situation qui était inédite pour les entreprises, notamment les multinationales, comment ça se passe dans ce cas-là? Tu appelles tes collègues des RH pour savoir comment vous devez réagir? Comment vous gérez? Ah, c'est là où justement la force du réseau s'affirme. Donc, on fait appel à ces pairs des autres entreprises pour voir comment est-ce qu'elles appréhendent le problème. On met en place des comités de crise internes aussi pour mobiliser les énergies et les intelligences qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise. Mais on met aussi à contribution son réseau personnel. Des idées intéressantes sont venues de discussions que j'ai eues avec des amis et ça n'avait rien de professionnel. Donc, c'est là où il faut mobiliser justement toutes les énergies, comme j'ai dit, tous les réseaux auxquels on a accès. C'est ça. Donc, on Donc, ne finit apprendre de jamais tout le monde. Il faut apprendre de d'apprendre tout de le tout le monde. monde. C'est ça. Et on ne finit jamais d'apprendre et il faut apprendre de tout le monde. Très bien. Troisième question pour toi. Quel est le conseil que tu aurais voulu qu'on te donne, que tu aurais voulu donner à Yves Roland il y a 20 ans, si c'était à refaire? Il y a 20 ans, j'aurais voulu me dire que, que le monde du travail n'est pas différent du monde de la vie réelle, d'accord? Et qu'il y a pas deux vies en réalité. Il n'y a pas une vie professionnelle qui est dissociée d'une vie sociale. Il faut trouver le moyen de concilier les deux. On rentre parfois dans le monde professionnel en pensant qu'on pourra compartimenter les choses et on n'imagine pas à quel point l'une peut influencer l'autre. C'est intéressant d'entendre un DRH dire ça parce que toi, tu es là pour défendre les intérêts de ton entreprise, de la vie professionnelle, mais également le bien-être et oui, le bien-être au travail de tes talents. Donc, tu leur dis, voilà, il n'y a pas deux vies. Il y a la vie professionnelle et la vie privée. Et comment est-ce qu'on concilie les deux en même temps? C'est ça. Et il faut commencer à apprendre à le faire très tôt. Sinon, au Hmm, moment où on se rencontre après 10 ans, 15 ans, on a parfois raté des choses qu'il est peut-être difficile de rattraper. très bien. Je prends l'exemple d'amis ou de collègues qui ont mis le focus, par exemple, sur leur carrière professionnelle et ont Bien. raté la phase d'adolescence de leurs enfants. Et Mhm. parfois, c'est préjudiciable sur le long terme.
C'est très intéressant. Ça veut dire que tout à l'heure, dans ta keynote, quand tu vas nous développer ta thématique sur le développement des talents en Afrique, on va sûrement s'attendre à voir des mécanismes que tu développes dans tes entreprises pour t'assurer que l'équilibre vie privée, vie professionnelle est respecté alors. On verra bien, surprise. Ah, on verra bien. Surprise. Ça marche. Et quatrième et dernière question, Yves Roland. Si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? Tout de suite, éléphant. Pour plusieurs Ah raisons, ouais? je suis ivoirien. On n'en guérit pas, on est On ivoirien. ne guérit pas, hein? Mais c'est surtout le fait que l'éléphant a certaines qualités qui sont proches de celles que j'ai. Donc, c'est la stabilité, la force de travail, beaucoup de stabilité, comme j'ai dit, et puis une bonne mémoire. Je passe pour avoir une bonne mémoire. Stabilité, force de travail et une bonne mémoire. Très bien. Écoute, on a fini. Tu as vu, c'est facile comme exercice, le brise-glace. C'était très Pas si rapide. facile que ça, hein. Facile, facile que ça, mais moi j'aime bien faire ça pour que l'audience découvre un petit peu nos experts. Pour résumer, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, Yves Roland en trois mots, hein. Yves Roland, c'est l'empathie. C'est un trait de caractère qui lui est personnel, mais qui est également quelque chose de nécessaire dans son secteur. La leçon principale qui a marqué son parcours, c'est qu'on ne finit jamais d'apprendre et qu'il faut apprendre de tout le monde et en tout temps. S'il devait donner une question au jeune Yves Roland d'il y a 20 ans, c'est il ne faut pas dissocier sa vie professionnelle de sa vie privée. On n'a qu'une vie et il faut pouvoir allier les deux pour atteindre l'équilibre. Et Yves Roland, en un animal, c'est l'éléphant. L'éléphant parce qu'il est ivoirien et l'éléphant est stable. Il a une force de travail, il a une très grande force de travail et il a une très grande mémoire. Voilà Yves Roland en quatre questions. C'est bon, c'est bien résumé? Parfaitement bien résumé. Très bien. Et donc, j'ai une dernière une petite question bonus pour toi. Un petit mot sur Entourage, sur notre initiative qui nous réunit aujourd'hui. Entourage, c'est formidable. C'est formidable. Je pense que je t'en veux un peu de n'y avoir pas pensé plus tôt. C'est pas... Désolée. Mais Désolée. entourage, c'est formidable. Comme je l'ai dit, on n'imagine pas ce qu'un réseau peut apporter dans une vie et dans une carrière professionnelle et donner accès donc, à un réseau aussi diversifié, aussi riche à travers l'Afrique. Ça permettra de rattraper une partie du retard que nous avons sur les autres continents qui le pratiquent depuis très longtemps. Et vraiment, je m'engage à 100%. C'est pour ça que je n'ai pas hésité une seule seconde à m'inscrire. C'est ça. Chapeau, chapeau. Merci. Merci, merci beaucoup Yves Roland. Merci pour ces mots d'introduction sur Entourage. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je suis Raodat Aminou, je suis la fondatrice d'Entourage, cette initiative dont Yves Roland vient de nous mettre, vient de décrire en quelques mots très gentils. C'est quoi Entourage, mesdames et messieurs? Vous qui m'écoutez, vous qui nous écoutez, vous avez sûrement un projet de business ou un projet dans votre carrière, un projet ambitieux en Afrique et vous avez besoin de conseils fiables, mais vous ne savez pas par où commencer, vers qui vous tourner, ben, notre réponse pour vous, hein, c'est arrêter de chercher. Vous avez l'ambition, nous avons les experts. Chez Entourage, qu'est-ce qu'on a fait? On démocratise l'accès à l'expertise de premier plan. Voilà un échantillon de visages, hein, de visages que vous reconnaissez sûrement. Il y a des personnes que vous reconnaissez. C'est des experts aujourd'hui qui sont reconnus comme les meilleurs de leur domaine, les meilleurs dans leur secteur. Et notre job chez Entourage, c'est d'aller les chercher pour vous et vous les rendre disponibles. C'est des experts qui ont pour mission d'accélérer votre trajectoire en Afrique, car ce sont des devanciers. Ce sont des professionnels qui ont déjà réussi, qui ont rencontré les mêmes problèmes que vous rencontrez aujourd'hui et qui sont prêts à vous faire gagner du temps en vous partageant leur retour d'expérience ou en vous donnant des conseils personnalisés. C'est des experts qui sont des décideurs, c'est des chefs d'entreprise, c'est des dirigeants d'entreprise aujourd'hui comme Yves Roland. C'est des personnes qui peuvent vous ouvrir des opportunités si le cas est présenté. Et surtout, c'est des experts qui sont des facilitateurs. Ils peuvent vous connecter à la bonne personne, au bon réseau, en fonction de votre problématique. Ça se passe sur www.entourage.africa. On a mis en place un réseau d'experts, un réseau exclusif d'experts qui ont comme mission de partager leur savoir-faire au service du continent. Aujourd'hui, sur Entourage, c'est 90 experts de premier plan qui sont avec nous. Ils ont tous en moyenne une vingtaine d'années d'expérience. Ils travaillent aujourd'hui dans plus de 34 pays sur le continent. Donc, globalement, vous avez un problème, vous avez un besoin, la réponse se trouvera forcément sur Entourage. Comment ça
marche, c'est une plateforme qu'on a mis en ligne, qu'on a mis en place, une plateforme qui vous permet de réserver des appels vidéo payants de 30 minutes à 60 minutes avec ces experts de premier plan en Afrique. Et ça vous permet de leur poser vos questions et d'obtenir des conseils personnalisés pour développer soit votre carrière ou votre business. Dorénavant, avec Entourage, vous accédez à des experts de qualité très inaccessibles. Vous obtenez des conseils personnalisés et concrets sur vos problématiques et comme ça, vous atteignez vos objectifs rapidement et facilement en Afrique. C'est des choses qui marchent déjà, c'est des clients satisfaits, des parcours transformés, des trajectoires accélérées. Allez voir sur la plateforme, nos clients sont satisfaits, ils évaluent nos experts à plus de 5 sur 5. Ils se sentent boostés et éclairés à la fin des sessions entourage et c'est leur botte secrète, on peut dire ça comme ça, c'est leur botte secrète aujourd'hui en Afrique pour aller beaucoup plus vite. On a également lancé récemment un nouveau produit qui s'appelle Entourage Plus parce qu'on a compris que tout le monde n'est pas encore prêt à parler à nos experts pour différentes raisons. Ils ne savent pas encore comment aborder l'expert. Ils ne savent pas encore quelles questions poser à nos experts. Donc, on a développé un produit qui s'appelle Entourage Plus où on décrypte dans la profondeur, étape par étape pour vous, comment nos experts sont devenus les meilleurs de leur domaine. Ça a été quoi la trajectoire de leur succès pour que vous puissiez vous-même prendre le temps de lire leur parcours, lire leurs études de cas et découvrir comment ils sont devenus les meilleurs et pour que vous puissiez répliquer leur parcours. Ça s'appelle Entourage Plus. C'est votre espace de réussite en Afrique qui vous permet d'avoir accès à des contenus premium à travers des études de cas personnalisées, des plans d'action, des replays complets, des masterclass avec les supports de présentation, les outils pratiques que ces experts ont utilisés pour arriver à là où ils en sont aujourd'hui. C'est également un accès à un réseau, une communauté privée d'ambitieux qui veulent aller beaucoup plus loin et plus vite en Afrique. C'est des rencontres et des dîners qu'on fait entre nous pour s'élever professionnellement. Et enfin, c'est un accès privilégié à nos experts durant des sessions privées. On pourra leur poser des questions en live mentorat groupé et bien sûr, on pourra avoir des réductions pour aller les réserver en appel vidéo sur Entourage. Ça coûte 39 € par mois, soit 25 000 francs par mois pour avoir accès à cet espace privé et devenir membre de cette communauté premium. Voilà pour la petite présentation d'Entourage. Et chaque samedi, les experts Entourage jouent le jeu. Ils viennent vous éduquer, ils viennent nous former sur la thématique de prédilection. Et ce samedi, c'est Monsieur Yves Roland Aliment qui nous fait le plaisir de nous animer sa masterclass sur la thématique développer et fidéliser les talents en Afrique. Donc, on est ensemble pour une keynote d'une vingtaine de minutes avec Monsieur Yves Roland Aliment. Et ensuite, on va enchaîner avec l'étude de cas précise sur comment Yves Roland a fait pour propulser une dizaine de talents et dirigeants dans les multinationales en Afrique. Voilà un petit peu notre ordre du jour aujourd'hui. Yves Roland, la parole est à toi. Je te laisse te présenter brièvement pendant que je partage ta présentation. Très bien. Merci, Raouda. Alors, Yves Roland, c'est, on va dire, trois axes principalement. Je suis professionnel des ressources humaines et j'ai en charge actuellement la gestion de la région Afrique francophone pour Ola Magdi. Yves, est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? D'accord. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, hein, mais si tu parles plus fort, c'est encore mieux. Parfait. OK. Alors, donc, je disais que Yves Roland alimente ces trois axes de définition. Le premier, c'est le professionnel des ressources humaines qui a en charge le développement et des talents pour la Magri dans la région Afrique francophone. L'autre axe, c'est le docteur en sciences de gestion option ressources humaines. Et le troisième axe, c'est le coach certifié ICF, donc coach professionnel. Et ICF, c'est la plus grande association de coachs professionnels au monde. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire la formation il y a quelques années et donc de pouvoir achever avec une certification. Voilà donc les trois axes sur lesquels j'interviens. Et c'est autant d'outils, de conseils que je mettrai à la disposition des, des personnes qui voudront bien se connecter avec moi dans le cadre de Entourage. Super. Très bien. Est-ce que vous voyez les slides là? Tu vois les slides, Yves Roland? Oui, je vois la première slide. On y Donc, va. Tu me donnes le go. très bien. Alors, développer et fidéliser les talents en Afrique, c'est un sujet que j'apprécie particulièrement parce que fidéliser les talents devient
une problématique en elle-même, pas pour les entreprises uniquement parce qu'il faut trouver les mécanismes pour le faire, mais parce que la problématique s'est déplacée. Est-ce que les profils des collaborateurs que nous avons aujourd'hui, donc les millennials et les Gen Z et bientôt les alpha, sont de nature à être fidélisés? Voilà comment on aurait pu me poser la question différemment. C'est vrai. D'accord? Donc, nous allons au cours donc, des différents slides que je vais présenter ensemble quels sont les leviers sur lesquels les entreprises peuvent travailler pour s'assurer d'avoir à disposition en temps et en heure les ressources humaines de qualité dont elles ont besoin pour répondre à leurs problématiques de performance financière et opérationnelle. Next slide, please. Pourquoi cette question donc, de rétention est stratégique pour l'Afrique? Premièrement, pour des questions démographiques. On est tous d'accord, l'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique est le continent où pratiquement plus de 70% de la population a moins de 30 ans. Ça veut dire que c'est autant de personnes qui vont aspirer soit à des emplois, soit à des opportunités d'entrepreneuriat. Tu peux afficher notre slide, s'il te plaît, au fur et à mesure. Hein. Voilà. Donc, la première problématique, c'est comment identifier les talents dans cette population qui est désormais disponible et qui va être croissante. Et une fois qu'on les a identifiés, quels sont les leviers qu'on utilise pour les développer? Si tu peux y aller au fur et à mesure, Raouda, jusqu'à la dernière. Très bien. Et donc, le second défi, c'est la rétention. Une fois qu'on les a identifiés, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait pour les retenir? Parce que, rappelons-nous, nous avons tous accueilli la mondialisation comme un effet bénéfique, mais la mondialisation vient avec l'extension de la concurrence. Aujourd'hui, un diplômé qui sort d'une école en Côte d'Ivoire n'est pas en concurrence contre les autres diplômés de la Côte d'Ivoire. Il est en concurrence avec les diplômés de toute l'Afrique et même ceux du monde entier. Okay? Donc, ça va renforcer euh, la compétition et il faut que les candidats puissent se surpasser pour se faire remarquer et se voir offrir les meilleures opportunités. Mais les entreprises peuvent les accompagner en cela. Et nous allons le voir un peu plus loin dans mon développement. Ce besoin de rétention est aussi stratégique pour les entreprises parce que aucune entreprise ne peut se développer, ne peut assurer sa pérennité sans garantir un renouvellement ou un rajeunissement de sa population. Renouvellement de la population, certes, mais surtout renouvellement des compétences nécessaires. On sait tous à quel point les compétences évoluent rapidement et à quel point la mise à jour des connaissances et des compétences euh, représente un investissement important pour les entreprises. Certaines font le choix d'investir dans justement le développement de leurs collaborateurs. D'autres font le choix de ne pas investir dans leur développement, mais payent le prix fort en allant recruter, je ne voudrais pas dire débaucher, même si c'est le cas, des talents que d'autres entreprises ont pris le soin d'identifier, de développer et de former. Dernier aspect, c'est sur l'écosystème. On peut faire toutes les politiques du monde qu'on souhaite. Si l'entreprise n'offre pas un cadre de travail qui soit épanouissant, on va perdre nos talents au profit des autres entreprises qui ont compris que cette dimension écosystème pouvait rajouter de la valeur à l'offre qu'elle propose sur le marché. Voilà donc pourquoi la question de l'attraction des talents, de leur fidélisation, mais aussi de leur gestion pour en tirer le meilleur, devient critique pour les entreprises multinationales installées en Afrique qui est identifié comme un secteur porteur pour les générations à venir. Alors, comment on s'y prend pour attirer les talents? Beaucoup d'études ont révélé, identifié des sources. Je n'en ai retenu ici que 4. Pour moi, la première, c'est la marque employeur. Pourquoi la marque employeur? Parce que
les ambitions des personnes qui frappent à la porte de l'emploi aujourd'hui sont parfois nées de l'enfance. Depuis tout petit, chacun de nous a identifié un métier auquel il souhaiterait appartenir, ou alors a identifié une entreprise qui lui parle, qui est proche de son cœur et pour laquelle il souhaite être appelé un jour. Je sais que pendant longtemps, beaucoup de mes amis souhaitaient travailler pour des entreprises comme Coca-Cola, juste parce que Coca-Cola était très visible sur la télévision. C'est pareil, il y a 10-15 ans à peu près, avec le boom de la téléphonie. Tout le monde voulait avoir un emploi dans la téléphonie parce que ça faisait à la mode, ça faisait dynamique et ça faisait également futuriste. Donc, la marque employeur, c'est le premier argument d'attraction. C'est le premier élément qui va vous permettre de répondre à la question pourquoi un candidat doit venir travailler pour vous. Il faut que le candidat puisse s'identifier à la marque. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises investissent dans des programmes de reconnaissance internationaux, des programmes de reconnaissance externes, comme c'est le cas, par exemple, pour la certification Top Employer. Top Employer est une certification internationale qui valide les bonnes pratiques ressources humaines dans certaines entreprises. Elle a une portée internationale. Et en Côte d'Ivoire, je pense que jusqu'à l'année dernière, il y avait à peu près 4 ou 5 entreprises qui avaient obtenu le certificat Top Employer. Et Ola Magri fait partie de ces 5 entreprises-là. Nous sommes donc certifiés depuis 2021. Cette année encore, nous avons participé à l'audit et on espère pouvoir être certifiés. Donc, première partie, marque employeur forte. Il faut que votre marque puisse parler au marché. Il faut que votre marque puisse parler aux candidats. Le deuxième élément qui permet donc de garantir une bonne attractivité des candidats, mais aussi une bonne rétention du personnel qu'on a en son sein, c'est la culture d'entreprise qui doit être inclusive et innovante. Une culture inclusive est une culture dans laquelle chacun des collaborateurs, quelle que soit sa particularité, se sentira accepté, adopté, valorisé. Et dans ce sens, grâce à la diversité des personnes, des femmes et des hommes qui composent notre entreprise, les leviers vont être activés pour pouvoir faciliter l'innovation. Si dans une entreprise, nous avons ce que j'appelle des clones, c'est-à-dire la majorité des collaborateurs est constituée de personnes qui sont issues de la même école de formation, qui sont issues parfois du même métier, qui ont suivi la même trajectoire en termes de parcours. Ça limite le potentiel d'innovation parce qu'on sera forcé de reconnaître qu'il n'y a pas autant de diversité, donc autant de contributions qui viennent et qui tirent leur valeur des expériences de chacun. La diversité permet aussi d'adresser pour les entreprises la diversité de clients. Plus on a des collaborateurs divers, plus ils sont à même de comprendre les sensibilités, mais aussi les attentes des clients, futurs diversifiés eux également. Troisième facteur d'attractivité, ce sont les opportunités de développement de carrière. Je fais bien la nuance ici. Opportunités de développement de carrière. Je ne suis pas en train de parler de profil de carrière. Pour vous dire la vérité, je déteste le terme profil de carrière. Pour la simple raison que je conçois difficilement qu'un collaborateur ou une collaboratrice compétente veuille mettre son destin et son avenir professionnel entre les mains d'une entreprise. Ça veut dire quoi? Si on parle de profil de carrière, ça veut dire qu'on laisse le soin à l'entreprise de décider de ce que nous allons devenir plus tard. Ça ne devrait pas être le cas. Nous sommes à même de décider ce que nous voulons pour nous. Nous devons être à même de tracer notre parcours dans l'entreprise ou dans les entreprises. D'accord? C'est pour ça que j'insiste sur le mot option de parcours professionnel. Ce que l'entreprise fait, l'entreprise crée le cadre pour que les personnes compétentes soient identifiées, reconnues, récompensées et dans la gamme
des récompenses qu'elle doit prévoir, il doit y avoir de la promotion et de la mobilité. D'accord? Mais les options de mobilité et de promotion sont avant tout des options que les collaborateurs et les collaboratrices doivent eux-mêmes prendre parce que cela cadre avec leurs ambitions et parce que cela cadre avec leur projet professionnel. Donc, de grâce, les amis, arrêtez de vous battre pour qu'on vous propose des profils de carrière. Travaillez à identifier les options de progression dans l'entreprise où vous êtes et préparez-vous à les accueillir lorsque ces options-là vont se transformer en opportunités. Dernier élément, c'est l'intégration ou la réintégration des talents de la diaspora. Je parle d'intégration et de réintégration pour quelle raison? On a beaucoup de nos jeunes frères ou de nos jeunes sœurs qui partent étudier en Europe juste après le bac. Et après leurs études, ils vont certainement avoir une ou plusieurs expériences en Europe ou en Amérique avant de vouloir revenir travailler sur le continent. Pour ces personnes-là, ce sera donc de l'intégration parce qu'elles n'ont pas encore de vécu, elles n'ont pas encore d'expérience avec une entreprise basée sur le continent. La réintégration, par contre, va s'appliquer aux collaborateurs qui ont travaillé pendant un certain temps en Afrique, puis se sont expatriés pour des raisons de perfectionnement ou dans le cadre de la mobilité internationale qui leur a été offerte, et qui décident par la suite de revenir intégrer une entreprise sur le continent africain. Pour eux, c'est de la réintégration. Donc, il y a un accompagnement qui est nécessaire parce que le temps passé à l'extérieur et la rapidité, la vitesse avec laquelle le continent se développe peuvent avoir créé un fossé. Donc, ici, je vais prendre l'exemple du programme GOAL. GOAL, c'est un programme que nous avons écrit, conçu et mis en œuvre en 2018 et 2019 au sein de Olam Agri. GOAL pour dire Growing Olam African Leaders. C'est un programme de jeunes talents. Et suite à ce programme, on avait pour ambition de recruter une dizaine de collaborateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons décidé de recruter 5 collaborateurs diplômés du continent et 5 issus de la diaspora pour former la première cohorte de collaborateurs. Et donc, pour ces collaborateurs que nous avions identifiés à l'extérieur, je peux vous dire qu'on a eu des candidatures qui sont venues d'Europe, d'Europe de l'Ouest, d'Europe de l'Est, d'Amérique, d'Amérique du Sud, mais aussi d'Asie. On a eu 2 candidatures de Chine, par exemple, euh, parce qu'il y avait des Africains qui étaient allés étudier en Chine et qui étaient intéressés par revenir sur le continent. Donc, à la fin du processus de sélection, on a pu identifier 5 diplômés du continent et 5 diplômés de la diaspora. Et volontairement, nous avons fait le choix de partir sur une cohorte de 10 dans laquelle nous avions 7 femmes et 3 hommes. Aussi, pour traiter les questions donc, de diversité dans le genre et pouvoir faire la promotion du genre à des postes de responsabilité. Donc, ce programme a permis de nous rendre compte que pour accueillir des collaborateurs qui viennent de la diaspora, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut mettre en place au-delà de ce que nos offres d'emploi classiques proposaient. On a dû donc faire des aménagements sur les conditions de transport, les conditions d'hébergement, faire des aménagements, par exemple, sur les, la mise à disposition du temps de repos, du temps de congé. Nous avons fait également des aménagements sur les outils parce que travailler en Amérique ou en Europe donne accès à un certain nombre d'outils que les entreprises africaines n'intègrent pas forcément dans leur fonctionnement. Et donc, ça nous a permis de faire des investissements dans ce domaine-là pour pouvoir aussi élever notre niveau en termes d'outils de travail et répondre aux standards internationaux. Donc, ce programme a permis de remettre à jour un certain nombre de politiques, ressources humaines que nous avions, un certain nombre de pratiques dans le domaine de la gestion des collaborateurs, dans la gestion des recrutements, mais aussi dans l'accueil et l'intégration des collaborateurs. Et le programme s'est soldé donc par un franc succès. Nous avons pu avoir beaucoup de participants à ce programme qui ont accédé à des postes
progressivement de direction. Et donc, l'aventure continue pour quelques-uns d'entre eux encore au sein de Olam Agri, mais aussi du groupe Olam. Et ceux qui ont quitté l'aventure occupent des postes donc, de responsabilité et ou de direction dans l'entreprise dans laquelle ils sont. Et pour la plupart des informations que j'ai, les 10 de la première cohorte sont encore, travaillent encore sur le continent africain, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains. Donc, c'est pour vous dire que l'attractivité euh, a beaucoup de bénéfices, mais va aussi influencer la, la vie, les politiques et les pratiques de vos entreprises. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Très bien, merci. Alors, engager les talents. Beaucoup de théories sur l'engagement existent, mais j'ai choisi de vous partager particulièrement celle que, que je vais dire que je pratique et qui, à mon sens, reflète la réalité de l'engagement. Pour moi, l'engagement est un indicateur de comportement, c'est un indicateur de la perception de l'employé ou du collaborateur vis-à-vis de son entreprise. Et l'engagement peut se refléter à travers trois caractéristiques. La première, c'est qu'un collaborateur engagé parle toujours positivement de son entreprise. Chacun de nous ici a fait l'exemple, a fait l'expérience. On a tous rencontré ceux ou ces collaborateurs dans l'entreprise qui sont dans l'entreprise, qui passent toute leur journée à dénigrer l'entreprise, à dénigrer leur patron, à dénigrer les politiques, qui se plaignent de tout, mais ils ne démissionnent jamais. Je suis sûr que chacun de vous pourra identifier aisément quelqu'un de ce profil-là dans son entreprise. Cette personne, de mon point de vue, n'est pas engagée parce que l'engagement se manifeste par la capacité à pouvoir parler positivement d'entreprise. Tout ne peut pas être tout noir dans une entreprise. Et un collaborateur engagé sait reconnaître les actions, les décisions positives qui interviennent dans le courant de la vie d'une entreprise. Deuxième élément, rester. L'engagement d'un salarié se témoigne également par sa capacité à vouloir prolonger sa relation avec l'entreprise. Quand on est engagé, on a envie de continuer à travailler pour cette entreprise, on a envie de la voir se développer et on a envie de se développer avec elle. Donc, les employés engagés ne sont pas enclins à démissionner. Bien au contraire, ils sont plutôt dans la perspective de se projeter dans le moyen ou le long terme avec l'entreprise. Dernier élément qui caractérise pour moi l'engagement, c'est le fait de pouvoir accomplir des missions au-delà de ses missions principales. C'est la capacité à pouvoir faire plus que ce que décrit notre fiche de poste. Un employé non engagé va venir à 8 heures, va partir du bureau à 17h00. Il y en a même qui sont tellement forts que 17h00 les trouvent au portail. C'est-à-dire qu'ils ont quitté leur bureau avant même l'heure de fermeture. Okay? Les employés engagés ne comptent pas leurs heures. Ce qui importe pour eux, c'est est-ce que j'ai fini la mission qu'on m'a confiée? Est-ce que j'ai fini le travail qui m'a été confié? Est-ce que je peux rendre ce qu'on m'a demandé parce que j'estime avoir fait exactement ce qui était attendu de faire? Ils sont plutôt euh, conduits par le souci d'efficacité et de performance plutôt que le respect strict des conventions et des clauses qui figurent dans leur contrat de travail. Ça se matérialise aussi par cette citation donc, du CEO de General Electric en 1981-2001, qui nous dit qu'il existe trois indicateurs qui fournissent les informations nécessaires à la performance d'une entreprise. C'est l'engagement des salariés, donc corrélation entre l'engagement des salariés et la performance de l'entreprise, la satisfaction client. Un employé satisfait s'occupera parfaitement de vos clients et le flux de trésorerie que cela génère. Si on a des employés engagés, satisfaits, motivés, qui savent prendre soin des clients, ça va se transformer, se traduire en flux financier. C'est sûr, s'il te plaît. Alors, pour pouvoir arriver à créer de l'engagement avec ses collaborateurs, je vous propose d'explorer les quatre dimensions suivantes.
le leadership transformationnel. Ici, il s'agit pour les personnes qui ont la charge de conduire des équipes, de se positionner comme des leaders. Un leader engendre un autre leader. Ça veut dire que pour être un bon leader, il faut avant tout avoir des modèles. Et des modèles de leader, il y en a beaucoup. On a des modèles de leader, grâce à une initiative comme celle de l'entourage, on peut en rencontrer de plus en plus. On peut en rencontrer plus facilement que cela n'a été le cas par le passé. Donc, il faut que nos managers puissent intégrer dans leurs responsabilités le devoir de se former et de se transformer en leader. C'est clair qu'il y a des formations et des accompagnements qui permettent d'y accéder. Il y a des sessions de coaching qui peuvent être proposées pour vous accompagner dans ce cheminement de transformation. Et donc, ça pourra faire l'objet de développement ultérieur si vous le souhaitez. L'alignement avec les valeurs. On ne crée pas de lien avec qui que ce soit. On ne crée pas de lien avec une organisation si cela n'est pas fondé sur des valeurs. Et les valeurs, c'est ce qui fait de nous des personnes vraies. Il faut qu'on puisse identifier nos valeurs les plus fortes, les plus marquantes, et nous assurer qu'elles coïncident avec l'entreprise pour laquelle nous souhaitons nous engager. Troisième élément, ce sont les outils digitaux. Donc, j'ai parlé de modification de politique et de pratique, mais ça va aussi de pair avec un ensemble d'outils digitaux qu'il faut mettre en place pour faciliter la communication, pour faciliter la collaboration. Créer le lien avec les collaborateurs passe également par la fluidité de circulation d'informations et le soutien qu'on leur apporte dans les décisions de leur mission. Dernier élément, c'est le cadre de travail qui doit être empreint de bienveillance, qui doit faciliter le bien-être, mais aussi il doit se souvenir que les collaborateurs qui se dépassent, qui vont au-delà des missions qui leur sont confiées, ont besoin de reconnaissance et que la reconnaissance qui est faite pour l'un va servir de modèle pour les autres. Slide suivant. Fidéliser et performer. Alors, on a parlé des politiques RH à adapter, je ne vais pas revenir là-dessus. Là, je vais mettre un accent particulier sur les attentes générationnelles. Aujourd'hui, il y a 4 générations qui cohabitent dans l'entreprise. 4 générations qui cohabitent. Ça veut dire que, par exemple, pour le DRH que je suis, il faut que je me débrouille pour que dans mon équipe, il y ait la représentation de ces 4 générations-là. Sinon, les modèles de gestion que je vais mettre en œuvre vont léser une partie du personnel et cela peut être préjudiciable à nos ambitions de performance. Il ne faut pas demander à un vieux comme moi de comprendre et de pouvoir répondre convenablement aux attentes d'un diplômé qui rentre dans l'entreprise à 23 ou 24 ans. D'accord? On n'a pas forcément été préparé pour cela. Et faut donc se faire aider par des personnes tout aussi compétentes, mais qui sont de la même génération et qui comprennent les codes et les attentes de ce type de personnel. Ça permet de garantir une homogénéité, mais aussi une application équitable des pratiques et des politiques à l'ensemble de la population qu'on a dans l'entreprise. Performance et feedback. On a tous ou presque des politiques de gestion de la performance, mais en fonction de comment ces politiques sont appliquées, mises en œuvre ou développées, elles peuvent parfois créer plus de tort qu'être constructives. Par exemple, combien de fois est-ce que nous avons formé les superviseurs directs de nos collaborateurs ou de nos collaboratrices à la pratique de l'évaluation? On part du principe que s'il est le chef, il sait évaluer ses collaborateurs. Ce n'est pas forcément le cas. Et parfois, ça débouche sur des situations où les sessions d'évaluation sont censées être des sessions productives, constructives, desquelles le collaborateur va sortir motivé et engagé pour l'avenir. Finalement, ces sessions-là se transforment en sessions qui cristallisent les frustrations et qui démotivent les collaborateurs. Mais en même temps, ces sessions-là, pendant qu'elles démotivent le collaborateur,
cristallise aussi des frustrations pour le superviseur, pour le supérieur hiérarchique direct, parce qu'il se rend bien compte qu'il n'a pas réussi une mission critique qui incombe à son rôle de manager. Donc, il faut pouvoir préparer euh, toutes les, tous les participants dans le cadre donc, de la gestion de la performance et à la culture du feedback. On ne se fait pas prier pour blâmer nos collaborateurs, mais parfois juste pour dire merci, on n'en est pas forcément capable. Il faut créer cette culture de la reconnaissance, il faut créer cette culture de la récompense parce que les collaborateurs et les collaboratrices le méritent. Dernier point que je souhaiterais vous proposer, c'est les exemples de réussite sectorielle. Il faut donc pouvoir mettre en lumière des exemples, mettre en lumière des modèles. Okay? Les modèles, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup en Afrique. Euh, D'en avoir dans différents secteurs, mais également d'en avoir qui soient accessibles pour pouvoir nous influencer dans le sens positif du terme et pouvoir donc nous amener à adopter les codes, les valeurs, mais aussi les attitudes qui ont fait de ces modèles-là des personnes qui ont réussi et nous préparer à emprunter le même chemin. Donc, les modèles, on peut les développer à la fois dans l'entreprise, mais aussi on peut les avoir en dehors de l'entreprise. Alors, en guise de conclusion, Rauda, comme m'avait donné 20 minutes, je pense que je ne suis pas très loin de les avoir excédés. Donc, en guise de conclusion, je vais vous laisser avec ces quelques actions. Le premier, c'est le développement stratégique des talents. D'accord? Il faut faire du développement des talents un levier stratégique. Il ne faut pas que ce soit un accident de parcours. Il ne faut pas que ce soit une surprise pour les entreprises. Il ne faut pas non plus attendre d'être au pied du mur pour initier des actions qui peuvent vous permettre d'identifier, développer, mais aussi retenir vos talents. L'environnement de travail est critique. On y passe un tiers, sinon plus, de nos journées. Il faut qu'il soit de nature à nous permettre d'être épanouis. La collaboration et l'innovation, pour moi, c'est un atout incontournable. Personne ne peut réussir seul et on a tous besoin de se faire aider à un niveau ou à un autre de notre parcours professionnel. Dernier élément, c'est investir dans le capital humain. Je ne l'ai pas mis ici comme une adresse aux entreprises, parce que tout vont faire ce qu'elles peuvent dans la limite de leurs moyens, mais surtout pour répondre à leurs besoins. Ils peuvent ne pas être les mêmes besoins que les collaborateurs. Il faut que nous-mêmes aussi, nous puissions investir dans notre propre développement, que nous puissions investir pour développer nos compétences. Voilà donc des actions sur lesquelles je souhaiterais vous laisser, en espérant n'avoir pas trop débordé du temps que Rauda m'avait accordé pour cette première partie de mon intervention. Merci. J'espère avoir été audible et rendez-vous certainement dans la partie questions-réponses. Tout à fait. Mais déjà, tu vois les premières réactions, Yves Roland, hein. Tu as des bravos, tu as des cœurs. C'était très clair. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans l'exercice de ta keynote, c'est que tu as su allier le point de vue de l'entreprise que tu du DRH que tu es, donc de l'entreprise et ses attentes, mais également le point de vue du talent. Donc, en te mettant dans les chaussures du talent, ses attentes et ses besoins qu'il faut adresser. Donc, si moi, j'ai juste peut-être une question pour toi avant qu'on passe à l'étude de cas. Waouh, tu as beaucoup de réactions, c'est comme moi. J'ai Bon, juste une merci petite beaucoup. question pour toi, pour creuser tout ce que tu as dit. Une question qui m'a, moi, j'aimerais bien que tu développes un petit peu cela. C'est, tu as parlé des talents engagés. Si l'entreprise fait bien le job à travers la marque employeur, à travers les différentes leviers que tu as présentés, et que l'entreprise, le talent est engagé, comment, là je reviens par rapport ton exercice de brise-glace tout à l'heure, tu as parlé de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Comment est-ce qu'à la fois on arrive à motiver un talent à être engagé, mais en même temps à avoir un bon équilibre vie privée, vie professionnelle? Alors, l'équilibre vie privée-vie professionnelle va être atteint lorsque l'entreprise et la personne concernée vont y mettre du leur. Ça veut dire quoi? L'entreprise doit fixer un cadre
dans lequel le talent va s'exprimer, où le collaborateur va s'exprimer. Ce cadre, ce sera un cadre d'horaire et de jour de travail, par exemple. Ce sera un cadre de mission. OK? Ce sera un cadre également qui va définir la charge de travail qui lui incombe. OK? Et cette Oui. définition doit tenir compte du fait que, en dehors du travail, la personne a d'autres obligations de type social, de type familial. D'accord? Donc, par exemple, c'est pas que l'entreprise institutionnalise le fait d'appeler ses collaborateurs tous les samedis pour venir travailler. Ok. OK. Alors qu'on a défini qu'on ouvrait l'entreprise du lundi au vendredi. Mais dans la pratique, l'entreprise est celle-là qui systématiquement, tous les samedis et parfois même le dimanche, demande à ses collaborateurs de venir travailler. Ce n'est pas un cadre propice à créer non seulement l'engagement, mais aussi à faire que les collaborateurs engagés puissent bénéficier de suffisamment de temps pour répondre à ces obligations de type familial ou de type social. Okay? Je parle de l'entreprise, ça peut ne pas être l'entreprise. Vous avez certains directeurs ou certains responsables qui prennent C'est le malin ça. plaisir de fixer des réunions à 16h30, là où on est censé arrêter de travailler à 17h. Mhm. On sait tous que une réunion qui commence à 16h30 finira difficilement à 17h. Mhm. D'accord? Mhm. Ou alors qui attend le vendredi après-midi pour envoyer des demandes urgentes à ses collaborateurs, sachant bien que le travail qu'il demande va leur prendre minimum 3, 4 ou 5 heures pour être réalisé. Mhm. D'accord? Donc, il y a un certain nombre de contextes que les entreprises ou les dirigeants ou les personnes responsables de ces entreprises doivent pouvoir intégrer dans leur modèle de gestion d'équipe, dans leur modèle de gestion de leurs collaborateurs, pour favoriser justement cette inclusion et favoriser le fait que le travail reste circonscrit au travail et que les sollicitations en dehors du cadre qu'on a fixé restent ponctuelles. Tout à fait. Mais tu vois, je me permets, je vais enfoncer une porte parce que j'entends ce que tu dis. C'est très pertinent. Mais est-ce que, tu vois, en gros, qu'on se dise la vérité, est-ce qu'aujourd'hui, de par ton expérience, est-ce qu'on peut accéder à des postes de direction en faisant du 9-17 heures, lundi, vendredi, ou est-ce que dans la réalité, malgré le fait que ce soit une entreprise avec une très belle marque employeur, en tant que talent, on devra forcément faire voilà, cette concession. Et en gros, pour dire très simple, hein, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, est-ce qu'on peut l'avoir vraiment à des postes de direction de haut niveau? Je dirais oui. Je dirais Et oui, sans comment? problème. Et je vais expliquer pourquoi. Mhm. Euh, nous sommes tous très heureux lorsque l'entreprise nous dit qu'elle fait une gestion par objectif, n'est-ce Mhm. pas? Tout le Oui. monde aime bien ça, management par objectif. Oui. Mais management par objectif, ça veut dire que l'indicateur principal, c'est la réalisation ou non de l'objectif. Ce Oui. n'est plus le temps de travail, Oui. d'accord? Donc, si j'ai Oui, une c'est vrai. mission à accomplir et que cette mission va me demander de travailler 10 heures par jour pendant 2 semaines, je décide de travailler 10 heures par jour ou 12 heures par jour pendant 2 semaines. D'accord? Mais c'est une décision que je prends. Ce n'est pas une décision que l'entreprise m'impose. OK. OK? Les gens dont je parlais, ce sont des situations qui sont imposées. Parce que si je décide de travailler 12 heures par jour, ça veut dire que je sais comment m'organiser pour que l'impact sur ma vie familiale et sur mes engagements sociaux soit amoindri. Deuxièmement, ça veut dire que une fois que j'ai rendu mes livrables pour ce projet au bout des 2 semaines, j'ai moins de pression. Normalement. Je peux me donner le temps de rattraper les concessions que j'ai eu à faire sur le plan familial ou sur le plan social. D'accord? Ouais. Donc, pour moi, c'est possible. Très bien. Là où ça devient pervers, c'est lorsque l'entreprise vous dit, vous êtes évalué sur l'atteinte de vos objectifs, mais en même temps, je veux que vous soyez au bureau de 8h à 17h tous les jours. Mhm. Moi, j'arrive au bureau à 8h, à 9h ou à 10h, dépendamment des jours. Ça ne pose aucun problème à personne. Et c'est pareil pour mes collaborateurs.
Par contre, les délais où ils doivent rendre leur livrable, c'est ça qui nous dit. Très bien. Non, je valide cette réponse et on peut avancer alors. Merci beaucoup, Yves Roland. Donc, on va passer maintenant à l'interview, étude de cas. Comment Yves Roland Aliment a propulsé l'ascension des dizaines de cadres et dirigeants dans les multinationales en Afrique. J'aime beaucoup cette interview parce que ça vient un petit peu, tu vois, on vient maintenant se concentrer sur un élément donné par rapport à ce que tu as développé sur la keynote. La keynote, tu nous as partagé des bonnes pratiques. Maintenant, on va prendre un projet en particulier qui a marqué ton parcours, qui a marqué ta carrière, et tu vas nous, en tout cas, mon job va être de te faire nous révéler tes méthodes, tes astuces, tes bonnes pratiques et même les erreurs que tu as commises pour qu'on puisse tous apprendre de cela. Donc, ma première question dans le cadre de cette étude de cas Yves Roland, tu t'es présenté tout à l'heure lors de ta keynote, tu as démarré en disant Yves Roland, c'est trois angles. C'est le docteur en sciences de gestion en RH, c'est le coach certifié ICF, c'est également le DRH Ola Magri. Mais est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton parcours, c'est-à-dire les expériences marquantes qui t'ont conduit à travailler sur les carrières en Afrique? Pourquoi le choix des carrières en Afrique? Euh, Hello, vous avez aimé ce contenu? Vous voulez voir la vidéo complète de l'étude de cas associée? Rien de plus simple. Cliquez sur le lien Entourage Plus dans la légende de cette vidéo pour rejoindre notre offre premium. Avec Entourage Plus, dorénavant, vous accédez au replay complet des masterclass, les études de cas réels, les plans d'action, les outils pratiques de nos experts. Vous avez également accès à notre communauté privée pour des connexions stratégiques avec des professionnels ambitieux comme vous. Vous avez également accès aux sessions de mentorat live, un petit comité avec nos experts pour leur poser vos questions et bien d'autres avantages réservés uniquement à nos membres premium. Ne restez plus spectateurs, passez à l'action dès maintenant avec Entourage Plus et donnez un vrai coup d'accélérateur à votre carrière ou à votre business en Afrique. On vous attend de l'autre côté.